Bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit retard puisqu'il y avait certains participants qui avaient des difficultés à communiquer, alors pour connecter. Donc sans plus tarder, nous commençons notre présentation. Et bonsoir, bienvenue au nouveau de la section, enfin du programme, du nouveau programme de la FADIMAC, Zoom sur le diabète. Et le mois de mars, ce mois de mars amène les 34 ans de la FADIMAC. Et comme beaucoup de personnes sont confinées, nous n'avons pas pu faire nos formations cette année. Donc, on a choisi ce moyen technique et intéressant pour plusieurs d'entre vous. Donc, je suis le docteur Nancy Charlarco, médecin, interniste, diabétologue, endocrinologue, et je suis aussi la directrice exécutive de la FADIMAC. Et la FADIMAC, qui est la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc, chaque 2 jeudis, donc nous sommes au deuxième jeudi à la deuxième session et vous pouvez voir par la planche que je vous indique tout de suite sur les différentes présentations que nous aurons les mois et les jours chaque 2 jeudis. Donc, aujourd'hui, nous abordons la deuxième partie, le diabète et la prise en charge initiale. Donc, nous serons 2 présentateurs, moi, votre serviteur, le docteur Nancy Charlarco, et le docteur Bello Stanley Jérôme, directeur médical de la FADIMAC. Donc là, sans plus tarder, nous allons commencer, mais quelques petits conseils. Il faut vous enregistrer à chaque présentation, à chaque Zoom et session pour pouvoir suivre cette émission et nous ferons de notre mieux pour pouvoir vous connecter assez tôt. Deuxièmement, sur le website de la FADIMAC, donc fadimac.org, vous pourrez voir aussi la liste des différentes présentations et leurs dates. Peut-être quelques petits changements en matière de titre, mais nous garderons cette date jusqu'au mois de juin. Donc, mettez dans vos agendas cette présentation qui, nous souhaitons, vous apprendront un petit peu plus sur la diabétologie. La majorité des présentateurs, en fait, tous les présentateurs, ce sont des médecins haïtiens, chevronnés, et ils sont presque tous membres du staff de la FADIMAC. Donc, aussi, vous pouvez nous rejoindre à info@fadimac.org et fadimac@hotmail.com. Donc, la présentation d'aujourd'hui portera sur la prise en charge et nous allons aborder comment évaluer le patient diabétique, comment faire la prévention des différentes complications. Et en deuxième lieu, le docteur Jérôme parlera de la thérapie pharmacologique initiale et surtout de l'approche de la FADIMAC lorsqu'il faut se baser sur les difficultés de certaines molécules que nous ne trouvons pas en Haïti, mais que nous arrivons quand même à bien gérer nos patients et aussi avec l'algorithme des prises en charge dirigé par le docteur, enfin écrit par le docteur Eddy Jean-Baptiste et avec qui nous travaillons et que nous disons bonsoir ce soir. Donc, la prise en charge du diabète, sa prise en charge, la semaine dernière, on avait parlé de l'importance des exercices physiques, de l'éducation. Et là, on rentre d'emblée dans les objectifs de la prise en charge qu'on avait déjà montré. Et ce bon contrôle, l'objectif, c'est vraiment du bon contrôle du diabète. Il faut éduquer nos patients. Un patient diabétique qui n'est pas éduqué, vous n'aurez pas de succès avec lui. Donc, il faut prendre le temps. Ça prend du temps. La première consultation prend énormément de temps. Donc, il faut non seulement être médecin, mais avoir une infirmière éducatrice pour pouvoir bien prendre ce patient en charge. Et en deuxième lieu, on parlera aussi de l'objectif de la prévention des complications. Puisque si on suit un patient, notre rôle, c'est d'empêcher que les complications n'arrivent. Donc, en s'assurant que notre patient est bien éduqué et qu'il accepte aussi son diabète, il faut trouver les moyens. Et là, il faut être aidé de psychologues, de travailleurs sociaux pour que nos patients se prennent en charge. Donc, l'objectif souvent, pour ne pas dire toujours, jusqu'à présent, on se base sur l'hémoglobine glyquée, la fraction A1C, pour nous assurer que nos patients soient bien contrôlés. Donc, l'objectif est inférieur à 7%. Ce chiffre est extrêmement important. Souvent, nos patients sont à 10, 12 et on leur dit « Ah, c'est élevé », mais il faut leur dire que c'est très élevé. Vous aurez des complications si vous ne baissez pas votre hémoglobine glyquée. Et la Fédération internationale du diabète considère même un pourcentage à 6,5
moyennant que le gain de poids et les hypoglycémies soient évités avec une hémoglobine glyquée aussi basse. 8% est considéré comme inacceptable. Donc, vous voyez que déjà, ce n'est pas parce que c'est proche du 7%, mais 8%, beaucoup d'études ont montré que nos patients développaient des complications avec une hémoglobine glyquée à 8%. Pour certaines populations, telles que les personnes âgées, les personnes polymédiquées, les personnes qui ont des troubles cognitifs et puis certaines personnes avec des atteintes de maladies rénales chroniques, on peut accepter une hémoglobine glyquée à 7,58% pour ne pas justement tomber dans des hypoglycémies et qui sont parfois n'ont pas d'annonce chez certains de ces patients. Alors, les objectifs glycémiques, on a parlé de l'hémoglobine glyquée, on recommande qu'il soit fait chaque 3 mois. Cependant, et dans certains cas, comme dans les cas de grossesse, on sait les répéter plus tôt, à 2 mois. Et il est recommandé, comme c'est un test cher, au moins parler aux patients, il leur expliquer l'importance de ce test pour qu'on l'ait au moins 2 fois l'an, donc chaque 6 mois. Les objectifs glycémiques avec une hémoglobine glyquée à 7%. Donc, nous avons des glycémies préprandiales, donc avant repas, entre 70 et 130, et des pics postprandiales inférieurs à 180. Ce sont des chiffres qu'il faut rechercher, que le patient doit savoir pour qu'il puisse bien se prendre en charge. Et lorsque l'hémoglobine glyquée est à 6,5, eh bien, nous avons des glycémies avant repas, entre 70 et 110, et après repas, en 2 heures postprandiales, entre 140 et 180. Donc, l'évaluation du patient diabétique. Vous, médecins, vous mettez-vous en tête, vous recevez pour la première fois un patient diabétique, surtout si vous êtes interniste ou généraliste, eh bien, il faut penser à bien évaluer votre patient. Quand une première évaluation vaut vraiment toutes les autres évaluations subséquentes et on peut empêcher que notre patient passe à côté de certaines prises en charge. Les consultations, on peut en faire 1 à 2 fois l'an. Si le patient est bien contrôlé, s'il est bien éduqué, donc là, il peut se prendre en charge. Moyennant, au besoin, ils peuvent venir vous voir et aussi discuter selon les moyens actuels pour discuter avec eux comment mieux gérer leur contrôle. Donc, si cette personne a d'autres comorbidités ou une hypertension artérielle ou des complications micro- ou macro-géopathiques, eh bien, on a intérêt à voir nos patients plus souvent, chaque 3 mois. L'histoire médicale, comme dans toute évaluation médicale, c'est important. Il faut savoir l'âge du début du diabète, qui n'est pas la même chose que l'âge du diabète, puisque l'âge du diabète, les complications peuvent augmenter avec. L'âge du début peut nous diriger vers le type du diabète et aussi le mode de découverte. Si c'est un cas d'une acidocétose, en présence de symptômes, ou bien si c'est un test fortuit, et souvent les tests fortuits sont faits après plusieurs années que le patient ait eu le diabète sans qu'il le sache et il peut déjà, avec son diagnostic, avoir des complications. Donc, il faut rechercher dans l'histoire des antécédents familiaux de diabète ou de maladies cardiovasculaires. Le traitement en cours, qu'est-ce que le patient prend comme médicament et souvent, il faut leur demander d'apporter leurs médicaments et puis comment leur diabète est contrôlé. Est-ce qu'ils sont au courant de ce test, l'hémoglobine glyquée, et leur donner des informations là-dessus. Si le patient reçoit d'autres médicaments, genre contraception ou traitement hormonal, et s'il y a aussi d'autres coexistences de comorbidités telles que l'hypertension artérielle, l'asthme qui parfois utilise la cortisone, les cancers avec certains médicaments et les chimiotoxiques qui peuvent entraîner un début de diabète aussi. Histoire médicale toujours, des complications, on doit savoir si le patient sait qu'il a certaines complications et depuis quand, et les éléments extrêmement importants, quand date son dernier fond d'œil, est-ce qu'il a eu une épreuve d'effort pour mettre en place, pour essayer d'investiguer s'il n'y a pas déjà des problèmes de cardiomyopathie. Et maintenant, voir s'il n'a pas de lésion, s'il n'a pas de problème buccaux, d'impuissance sexuelle. Souvent, les hommes viendront pour cette cause-là et il faut l'aborder ce sujet avec eux. Sinon, moi, comme femme, ils peuvent avoir des petites réticences, mais quand même, c'est important de mettre le patient à l'aise. D'autres antécédents, les maladies cardiovasculaires, si ce patient a déjà des problèmes de défaillance cardiaque, d'arythmie cardiaque, eh bien, il doit être pris vraiment avec beaucoup plus de précautions. Les antécédents de complications métaboliques, c'est un patient qui présente tous les acidocétoses, ça arrive souvent, c'est des jeunes, il faut chercher la cause parce que souvent, on peut les perdre dans certains de ces épisodes.
Pour l'hypoglycémie, il faut questionner sur l'hypoglycémie, savoir si votre patient sait se gérer et aussi s'il en a eu pour essayer de voir les causes et faire la prévention. Et aussi la vaccination qui est recommandée chez nos patients diabétiques pour la grippe, la pneumonie, l'hépatite B et maintenant on discute énormément du COVID-19. Maintenant, l'évaluation de l'autogestion, c'est l'évaluation de la connaissance de votre patient. C'est extrêmement important de discuter. On ne peut pas être en haut et leur dire, vous savez, vous allez faire ça, ça, ça. Mais il faut discuter avec votre patient et voir s'il n'y a pas de barrière au niveau d'achat des aliments, de ces personnes qui sont mises de côté ou parfois j'ai un jeune qui avait une étagère de réfrigérateur pour lui, le reste pour la famille. Ça, c'est vraiment mettre la personne de côté et le faire se sentir anormal, entre guillemets. Diète, voir si la diète est appropriée, puisque une bonne diète, et on en discutera à la prochaine session, c'est voir si cette diète permet au poids de rester stable, si le patient doit maigrir pour améliorer sa prise en charge et aussi si cette diète est adaptée aux maladies cardiovasculaires, pour les graisses, etc. Savoir si le patient prend régulièrement ses médicaments. Un de mes patients, souvent, on leur pose la question, vous prenez vos médicaments chaque jour? Oui. Est-ce que vous l'avez pris hier? Non. Et avant-hier? Non. Donc, mais ils l'ont pris jusqu'à ce que les médicaments étaient terminés chaque jour. Donc, il est important de vraiment communiquer avec vos patients. Ceux-là qui sont sous insuline, s'assurer qu'ils savent bien faire l'injection, est-ce que ils savent faire l'adaptation des doses et vérifier les seringues. Pas trop tard de la semaine dernière, j'ai trouvé une seringue U40 pour vous imaginer un patient qui s'administre de l'insuline dosée à 100 unités par cc avec une seringue de U40, donc la dose est multipliée par 2,5. Donc ça, c'est un danger aussi et ce patient présentait des hypoglycémies tout le temps. S'assurer aussi que le patient sait faire ses glycémies capillaires régulièrement. C'est vrai que certains de nos patients n'ont pas d'appareil, mais les glycémies capillaires régulières sont importantes et surtout si ce patient vient avec son appareil et il prend le souci de noter dans un cahier, il faut regarder ce cahier, sinon c'est vraiment, il ne va plus continuer à le faire et vous n'aurez pas les informations qu'il vous faut. Toujours dans l'évaluation de l'autogestion pour savoir si votre patient est bien informé au niveau des activités physiques, est-ce qu'il en fait, l'hygiène du corps, est-ce qu'il surveille ses pieds, sa peau, sa bouche, et est-ce qu'il dort assez, est-ce qu'il n'a pas de problème d'apnée du sommeil, et est-ce qu'il a le temps de prendre des loisirs, puisque c'est important dans la vie de tout individu, avoir des loisirs, des moments pour se déstresser. Et aussi la cigarette qui est vraiment décommandée chez les patients diabétiques. Est-ce qu'il fume? Lui conseiller des moyens pour arrêter de fumer et j'en passe. La dépression, c'est un élément qu'on ne recherche pas. Or, on vous dit que les patients qui souffrent de maladies chroniques, souvent, ils souffrent de dépression. Et cette dépression va les empêcher de vraiment gérer leur diabète, donc d'avoir une autogestion de leur diabète. Donc, il faut vérifier si le patient est bien dans sa peau. Et là, certains outils simples, que je vous propose et vous pouvez aller sur Internet et chercher, c'est le Patient Health Questionnaire 2. Ce sont 2 questions qui sont posées qui ont des points ajoutés à ces questions et si le patient est égal à 3 ou supérieur à 3, eh bien, considérer qu'il y a un état de dépression, faire appel à un spécialiste, un psychologue pour prendre ce patient en charge. Donc, vous voyez bien, c'est une équipe multidisciplinaire qui doit prendre le patient diabétique en main. L'examen physique, donc ça comporte tout ce que vous savez déjà, mais certains points que je vais attirer votre attention, c'est sur le poids et la taille, donc le calcul de l'indice de masse corporelle, puisque avec cet indice de masse corporelle, nous utilisons nos protocoles et de traitement pharmacologique, donc il est important de le savoir, et si le patient est en surpoids ou obèse, recommandez une perte de poids. Pour la bouche, et certainement, il y a à voir s'il n'y a pas de caries, des mycoses au niveau de la bouche. Pour l'évaluation du cou, l'examen physique, voir si la thyroïde n'est pas augmentée de volume. Dans les diabètes de type 1, souvent, il y a un phénomène de la thyroïde intervient aussi, auto-immune au niveau de la thyroïde. Donc, il est important d'investiguer les bruits de la carotide pour voir si le patient n'a pas d'atteinte artérielle déjà. L'auscultation du cœur et des poumons, ça va de soi. La palpation de l'abdomen, évaluer la couche adipeuse et voir si le foie n'est pas élargi et l'évaluation des membres inférieurs, l'inspection des pieds. Vous savez qu'en perdant les petits poils sur le dos des orteils, c'est un signe déjà de mauvaise vascularisation. Évaluer les pouls, les réflexes
et le monofilament qui est un test extrêmement simple que nous pratiquons pour voir comment le patient est contrôlé. Donc ici, c'est juste pour vous rappeler le tableau de l'indice de masse corporelle et à partir de 25 en calculant l'indice de masse corporelle, à partir de 25, le patient est en surpoids, il faut vraiment adresser cette situation-là. La Fédération internationale de diabète parle d'obésité abdominale lorsque le tour de taille chez l'homme est supérieur à 94 cm, chez la femme supérieur à 80 cm. Donc, il est important aussi de mensurer le tour de taille de vos patients. Examen physique, on continue avec les pieds. Il faut enlever les chaussettes, ne vous en déplaise à votre odorat, mais on examine par un patient diabétique avec des chaussettes. Donc là, s'assurer qu'il n'y a pas de lésions, de mycoses, de déformations, et aussi regarder les chaussures de vos patients. Extrêmement important puisque ça peut expliquer certains corps qui peuvent mettre en danger le pied de votre patient. Pour la peau, on peut examiner, en examinant le patient, on peut retrouver des signes d'acanthosis nigricans qui signent une résistance à l'insuline et aussi, comme ici dans cette planche, vous avez au niveau du cou une marque noire, ce n'est pas de la crasse, comme on dit aux patients, au niveau des aisselles. Et là, c'est vraiment la présence physique signale la résistance à l'insuline, cette hyperpigmentation. Mais aussi, il faut examiner le patient pour voir s'il n'a pas de lipodystrophie. C'est à force de piquer au même endroit, et bien, notre patient peut avoir, lui, une perte musculaire. Et si on pique ici, l'insuline ne va pas être bien absorbée. Donc, ça fait partie de l'examen physique du patient. Vous savez que la bouche est souvent affectée par le diabète, particulièrement les gencives. Et là, si on n'y prend pas garde, on risque d'avoir justement cette photo de droite qui n'est pas vraiment agréable à visualiser. Le bilan biologique, il consiste à l'évaluation certes de la glycémie, de l'hémoglobine glycée, on en a parlé antérieurement, mais aussi du profil lipidique, les graisses avec le cholestérol total, le LDL, le HDL, les triglycérides, un bilan rénal avec la créatinine sérique, l'albumine, mais aussi la recherche de microalbuminurie dans les urines. Enfin, bon, c'est dans les urines, la microalbuminurie. Faire un bilan thyroïdien, particulièrement chez les diabétiques de type 1, et aussi si la personne a une dyslipidémie chez les femmes âgées. Je ne dirais pas âgée puisque j'ai plus que 50 ans, mais chez les femmes qui est quand même un petit peu plus, avec plus d'âge. Et donc, un bilan hépatique aussi. Et l'évaluation annuelle, ça c'est extrêmement important. S'il y a quelque chose à retenir pour pouvoir garder vos patients indemnes de complications ou même faire le dépistage assez tôt, c'est cette planche. Évaluation annuelle avec un fond d'œil chaque année par un ophtalmologue expérimenté. La prophylaxie dentaire chaque 6 à 12 mois, la recherche de microalbuminurie chaque année dans les urines, et aussi un électrocardiogramme de repos chez les patients avec des risques cardiovasculaires, hypertendus, etc. Et des évaluations complémentaires pour le bilan, pour l'évaluation cardiovasculaire, extrêmement important. Et là, nous avons le bilan cardiovasculaire, l'épreuve d'effort, l'écho Doppler, etc. Donc, le suivi du patient, c'est juste pour vous rappeler et tout ce que le patient doit savoir. Donc, ce n'est pas en une seule consultation qu'il va l'apprendre, d'où l'importance et ce que la FADIMAC fait, c'est d'éduquer les patients. Vous nous les envoyez, nous les indiquons et nous vous les renvoyons mieux connus, mieux formés et comme ça, ce sera plus facile pour vous de les gérer. Donc, comme je disais au début, l'objectif de la prise en charge, c'est la prévention des complications. Complications aiguës, on parle d'hypoglycémie et de coma hyperglycémique. L'hypoglycémie, toute glycémie inférieure à 70 mg par décilitre, mais assez basse pour pouvoir entraîner des symptômes neurologiques. Ça veut dire le patient qui a tous les symptômes ici, et entre autres, c'est une planche de la FADIMAC que vous pouvez vous procurer pour quelques sous seulement à la FADIMAC pour exposer à vos cabinets, et comme ça, vos patients seront éduqués sur les différents thèmes abordés. Donc, si les symptômes de l'hypoglycémie sont légers, donc le patient est capable de se soigner, il va sentir tremblement, palpitations, transpiration. Et les patients qui connaissent les symptômes, ils vont rapidement prendre du sucre. C'est pour ça qu'il est recommandé aux patients sous insuline de toujours avoir une surette dans la poche.
Maintenant, si les symptômes sont modérés, à savoir le patient a la migraine, le changement d'humeur, c'est seulement à ce moment qu'on accepte que le patient a un changement d'humeur. Ils ne peuvent pas prendre le diabète comme excuse pour avoir ce changement d'humeur. Donc, dans le cas de l'hypoglycémie, donc nous avons modéré. Donc, ce patient a besoin d'être, son entourage doit être au courant des symptômes d'hypoglycémie et doit l'encourager à prendre du sucre. Et dans les cas graves où le patient est conscient mais confus, ou bien inconscient, eh bien, il faut agir rapidement et soigner même dans un centre hospitalier. Ça, c'est aussi une autre planche qui est un autre genre de pamphlet qui est à l'adresse des patients où ils apprennent à savoir les causes d'hypoglycémie, les symptômes, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire dans un tel cas. Donner du sucre chez le patient conscient, différentes formes, miel, soda, etc., tout ce que vous voyez sur la planche. Mais si le patient est en coma, eh bien, il faut avoir recours soit glucagon s'il est disponible, nous en avons à la Fadimac, soit en format de poudre ou bien déjà en liquide ou en format nasal, ce qui est encore plus intéressant à administrer. Et le patient va retourner rapidement ou, à défaut de glucagon, on peut mettre le patient, lui donner du dextrose à 50% ou même si c'est du 10% qu'on a et comme ça, on arrive à réveiller le patient. Comme prévention aussi, donc les comas hyperglycémiques feront le sujet, ce sera le sujet d'une prochaine conférence, donc on va passer à tarder. Et comme objectif toujours, ce sont les complications chroniques. Si vraiment il y a quelque chose à prévenir et nous avons le temps et nous avons comme médecins le devoir de faire la prévention, ce sont les complications chroniques. Et là, rapidement, on passe à cette planche qui vous montre que bien avant le diagnostic du diabète qui est au niveau en année 0, bien avant, nous avons un tel patient qui peut développer, qui commence à développer des complications macrovasculaires déjà bien avant, puisqu'il peut avoir un terrain avec d'autres maladies cardiovasculaires, pour troubles des dyslipidémies. Et bien là, même déjà, même avant le prédiabète, la partie prédiabète, on en avait parlé à la première session. Et vous voyez que les complications microvasculaires arrivent même, on peut les trouver même au début du diagnostic, lorsqu'on fait le diagnostic. Donc, c'est pour vous dire qu'il est important de toujours rechercher les complications chez les patients. Et des études, le DCCT, suivies par le EDIC, qui sont des études qui ont été faites sur les diabétiques de type 1 pendant plus d'une dizaine d'années, et ils vous montrent que ces patients qui ont eu des traitements intensifs, donc qui ont été bien mieux contrôlés, eh bien, ils présentent moins de complications au niveau des yeux, au niveau des reins et au niveau cardiovasculaire. Donc là, c'est quand même un point extrêmement important et intéressant et qui va motiver votre patient pour qu'il reste, pour qu'il se prenne en charge. Donc, les complications à long terme, on va parler de la rétinopathie diabétique qui affecte les yeux, la néphropathie diabétique, et ainsi de suite, je suis sûr que vous savez. Donc, la rétinopathie diabétique, les recommandations quand même pour le dépistage de cette rétinopathie diabétique, eh bien, le patient entre 0 et 30 ans, donc souvent le patient de type 1, le premier examen ophtalmologique peut se faire 5 ans après le début du diabète, donc 5 ans après le diagnostic, puisque dans le type 1, lorsque le patient est affecté, eh bien, on va le savoir tout de suite. Ce qui n'est pas le cas dans le type 2, d'où l'important justement, lorsqu'on fait le diagnostic d'un diabète de type 2, au départ, il faut faire un examen des yeux pour s'assurer que notre patient n'a aucun problème au niveau des yeux. Et aussi pendant la grossesse, lors du premier trimestre, pour éviter des complications en avant. Donc là, c'est vraiment les atteintes et on ne va pas en parler, mais des recommandations importantes si notre patient a déjà quelques lésions au niveau du fond des yeux, il faut que son contrôle soit extrêmement bien, à savoir avec une hémoglobine glycée à 7,1%, inférieure à 7,1%, que sa tension artérielle soit inférieure à 13, 130 par 80 mm de mercure, les recommandations des activités physiques sans vraiment utiliser des poids lourds, puisque ça peut augmenter les lésions, les contrôles lipidiques qui sont importants avec un LDL inférieur à 100 et même on demande parfois 70 mg par décilitre, et aussi la prévention du crise thrombotique avec la jonction de l'aspirine bébé et le contrôle du poids et vraiment le sauvage du tabac. Et toutes ces recommandations, on va les retrouver dans les autres complications, la prévention des autres complications telles que dans la néphropathie diabétique. Vous voyez les mêmes chiffres, mais en plus, attention aux substances à potentiel néphrotoxique. On sait que certains médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent affecter les reins. Donc, si le patient a déjà des atteintes, on n'a pas intérêt à lui en prescrire.
Donc, le dépistage de la néphropathie diabétique peut se faire dès le diagnostic, donc avec le calcul de la bulmine sur la créatinine dans un échantillon d'urine. Et quand même, il faut faire attention aux fausses positivités si ce sont des patients qui ont fait des exercices dans les 24 heures qui précèdent le test, s'ils ont une infection, la fièvre, une décompensation cardiaque. Et aussi, la normale de ce rapport, il doit être inférieur à 30 microgrammes par gramme. Et là, c'est extrêmement important. Une albuminurie augmentée supérieure à 30, eh bien, il faut refaire à raison de chaque 3 à 6 mois. Et si c'est anormal, il faut investiguer. Il est important aussi de calculer la fraction, la filtration glomérulaire de ce patient et il peut être fait aller avec, il y a des formules qui calculent, vous mettez la créatinine sérique, l'âge du patient et ça vous donne la filtration glomérulaire et comme ça, vous pouvez voir à quel stade le patient est. Nous allons aborder, puisque nous aurons une session sur la néphropathie diabétique. La neuropathie diabétique est quand même, tous les patients devraient être examinés pour une polyneuropathie systémique distale au moment du diagnostic et 5 ans après, et au moins chaque année avec des tests simples tels que le monofilament. Et vous voyez que chaque année, on recommande à nos patients à la FADIMAC d'avoir un examen annuel à notre clinique des pieds, la clinique des pieds de la FADIMAC, qui peut prévoir et voir quels patients qui sont à risque de développer des ulcères et des amputations. Et nous avons donc le Doppler pour l'évaluation des peaux périphériques, le monofilament pour l'évaluation de la sensibilité cutanoplantaire, le vibromètre où nous évaluons la vibration chez ces patients avec le diapason, mais aussi avec un appareil. Et tous ces services sont offerts à la FADIMAC. Pour la neuropathie autonome qui concerne certains systèmes, l'estomac, les intestins, le cœur, etc., il est important d'avoir des investigations dirigées sur ces systèmes, sur le système en question avec les symptomatologies du patient, telles que pour le cœur, le patient peut avoir développé une infarctus du myocarde sans douleur, et là, on a intérêt à investiguer avec l'épreuve d'effort ou bien si le patient a une hypotension orthostatique, là, ça montre que le patient a déjà une neuropathie autonome et il faut faire très attention et investiguer. Quant à la macroangiopathie, eh bien, qui concerne les gros vaisseaux dans le cœur, le cerveau, les membres inférieurs, et là, on a toujours les mêmes moyens de prévention. L'hémoglobine liquide doit être inférieure à 7%, et là, la tension idéale est encore plus basse. Si le patient n'a pas de symptômes, on a plus bas cette tension est, eh bien, mieux ça vaut. Quant au LDL, il doit être encore très bas, inférieur à 100, et même on demande chez certains patients 70 mg par décilitre. Éviter le tabac. Donc, vous voyez, le tabac est un poison pour le diabétique et pour toute personne qui veut rester en bonne santé. Il faut contrôler l'obésité et aussi les autres facteurs de risque. L'expérience, donc les facteurs aggravants, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. Et il est important de faire le calcul du risque à 10 ans des maladies cardiovasculaires dues à l'artériosclérose par la formule que je vous montre tout de suite. Donc, ce sont les mêmes préventions avec l'hypertension artérielle. Vous voyez les chiffres inférieurs à 140/80 et les mesures génodététiques dans le cas des dyslipidémies et avec les chiffres qui sont recommandés vraiment avec un LDL inférieur à 100, un HDL supérieur à 60 et les triglycérides inférieurs à 40. Et ce calcul, vous pouvez le trouver, vous pouvez faire le calcul, ça s'appelle le risque artériosclérose cardiovascular disease, où on peut, en prenant l'âge, le sexe, si la personne fume et s'il est hypertendu, et on peut arriver à avoir un risque, calculer le risque, s'il est bas, inférieur à 5%, limite entre 5 et 7,4%, et risque intermédiaire ou élevé, vraiment à partir de 7,5%, et on doit vraiment informer notre patient dans ce cas-là. Donc, j'espère que ces informations vous ont été utiles, bien que j'ai dépassé ma tranche de temps, et comme toujours. Mais là, on pourra avoir des questions par la suite. Merci de votre attention. Donc, sans plus tarder,
J'introduis le docteur Bélo Stanley Jérôme, qui est cher à mon cœur, hein, n'est-ce pas, Bélo? Et il a été un assistant brillant, il a eu une formation en République dominicaine au centre Inden, et il est présentement directeur médical à temps partiel à la Fatimac, mais qu'il soit là toujours présent avec nous. Bélo, je te laisse la parole. Alors, je voulais savoir si je peux partager mon écran ou encore on va partager pour moi ou je partage. Je pense que là, ta vidéo va passer. Alors, ça a été, bon, bonsoir tout le monde. Bon, je vais le dire exactement dans le pré-enregistrement. Maintenant, c'est mon tour. Comme c'est une vidéo directement pré-enregistrée, bon, donc je voulais quand même vous donner la possibilité de donner le maximum d'informations et aussi de partager le maximum d'informations pour que vous soyez quand même suffisamment imbus sur la pharmacologie, encore la pharmacologie initiale du patient diabétique. Alors, nous pouvons lancer la vidéo dès à présent. Je vais... Pendant qu'on fait les arrangements, tu peux faire l'introduction, Bélo? Pardon? Puisque là, tu peux faire l'introduction, puisque le son n'est pas encore au point dans la vidéo. Le son, bon, je pense exactement que tout le monde entendait. Exactement, j'avais déjà lancé. Désolé, laissez-moi voir. Donc, je partageais, c'était en train de jouer, donc on n'entend pas. Non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Ah, et est-ce que Christelle peut partager? Parce que avec mon laptop et mon audit, l'audio actuellement de mon laptop a un problème, effectivement. Okay. Donc, je ne peux pas enlever le casque, sinon actuellement on ne va rien entendre. Okay. Elle partage l'écran pour toi. Parfait, merci. Okay. On n'entend pas. Docteur Nancy Charles pour son intervention, surtout actuellement dans un domaine assez négligé, actuellement des patients diabétiques, qui concerne surtout actuellement le suivi des patients et pour éviter surtout actuellement la survenue des complications, surtout des complications micro-macrovasculaires, mais aussi les complications qui arrivent assez souvent négligées aussi actuellement. Donc, c'est surtout actuellement les complications aiguës du patient diabétique. Maintenant, actuellement, de mon côté, actuellement, on va voir, avant tout, actuellement, je me présente, je suis le docteur Bélo Stanley Jérôme et je suis diabétologue et nutritionniste clinique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, on va actuellement faire une approche plus ou moins pharmacologique de la prise en charge du patient diabétique. Et une approche pharmacologique initiale, c'est-à-dire actuellement, on va voir surtout comment bien initier actuellement le traitement diabétique pour éviter et pour atteindre un bon contrôle glycémique actuellement le plus rapidement possible et éviter certainement quand même avec ça plus ou moins le contrôle ou encore un mauvais contrôle ou encore une mauvaise prise en charge ou encore augmenter les risques de complications du patient diabétique. Alors, là, OK.
Donc, si on parle directement du traitement du patient diabétique, qu'est-ce que ça comprend en général, surtout? D'abord, c'est essayer quand même de cibler le patient, mais aussi le plus important, c'est surtout à partir de l'éducation. L'éducation, qui représente la pierre angulaire de la prise en charge d'un patient diabétique, parce que c'est l'éducation qui va rendre le patient diabétique plus autonome par rapport à mais aussi de notre point, et ce qu'on voit où ça fait avec le docteur Nancy, c'est surtout l'évaluation des complications macro et microvasculaires, et certainement, et tenter quand même d'atteindre une normoglycémie, mais aussi certainement minimiser les facteurs de risque cardiovasculaire, parce qu'on sait déjà avec le diabète, les complications qui surviennent le plus souvent, c'est les complications vasculaires. Maintenant, comment arriver à vaincre cette hyperglycémie? Certainement, donc on va quand même tenter exogène d'insuline ou encore utiliser des agents soit pharmaceutiques, généralement, qui favorisent la sécrétion d'insuline. De notre côté, aussi, il faut penser quand même à améliorer la sensibilité à l'insuline, certainement qui arrive assez souvent chez les patients diabétiques de type 2, aussi retarder la livraison, encore l'absorption des glucides au niveau du tract intestinal et certainement augmenter l'expression de glucose urinaire, particulièrement parce que c'est l'une des étapes plus ou moins de libération de glucose dans l'organisme, surtout à partir des reins, parce qu'on sait déjà que lorsque la glycémie atteint un seuil de plus de 180 plus ou moins, donc on arrive à avoir une glucosurie, ce qui, quand même, si on arrive à atteindre et à utiliser des agents pharmaceutiques qui favorisent cette élimination de glucose, quand même, ça peut exactement jouer un rôle pharmaceutique, surtout pour éviter la persistance de l'hyperglycémie. Maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est quoi les objectifs plus ou moins du traitement, du bon traitement du patient diabétique? Certainement, c'est le contrôle. La première chose, c'est le contrôle glycémique. Contrôle glycémique, pourquoi? C'est parce qu'à partir d'une étude, le QKPDS, plus ou moins, qui a retenu plus ou moins plusieurs patients, plus de 5000 patients, suivis sur plusieurs années, de plus de 10 ans de suivi. Donc, on a remarqué plus ou moins une simple diminution plus ou moins de l'hémoglobine glyquée de seulement de 1% pouvait réduire directement de plus de 25% les risques de survenue des complications microvasculaires. Donc, imaginez quand même que vous avez un patient diabétique, que vous avez actuellement de 8% d'hémoglobine glyquée et que vous arrivez à diminuer actuellement cette hémoglobine glyquée à 7, donc vous réduisez actuellement de beaucoup les risques de complications qui peuvent arriver chez ce patient. Maintenant, autre point aussi, autre objectif assez important, c'est surtout par rapport aux complications qui arrivent assez souvent chez le patient diabétique, les complications chroniques, c'est surtout la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Comment on fait ça et comment on arrive à atteindre cet objectif? Certainement, c'est favoriser, par exemple, la cessation du tabac chez le patient diabétique ou encore un bon contrôle de la pression artérielle, la réduction des lipides sériques, particulièrement avec les statines, un bon régime alimentaire, des exercices physiques aussi de manière régulière pour diminuer et maintenir la perte de poids et probablement aussi l'utilisation d'aspirine chez les patients avec une maladie coronarienne athéroscléreuse plus ou moins généralement établie. Maintenant, allons rentrer plus ou moins dans la pharmacologie du patient diabétique. Voyons différents schémas, différentes présentations du patient pour savoir la meilleure approche à apporter au patient diabétique. Maintenant, prenons un exemple plus ou moins le moment, quand est-ce qu'il faut initier plus ou moins la thérapie pharmacologique, parce que l'importance quand même, c'est l'initiation quand même à une thérapie pharmacologique, quand est-ce qu'il faut initier. Généralement, on considère que lorsque l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7,5%, à 8%, normalement, il faut initier une thérapie pharmacologique, certainement associée à la modification de mode de vie qui généralement devrait précéder plus ou moins l'initiation de la thérapie pharmacologique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive plus ou moins si on est en face d'un patient? On a fait une bonne éducation, une bonne prise en charge, un bon counseling directement du patient et que vous voyez directement que c'est un patient très motivé certainement pour changer son mode de vie, certainement, une attaque quand même de 3 mois est justifiée dans ces cas. Maintenant, dans les cas où on arrive on a un patient avec une hémoglobine glyquée inférieure à 7%,
avec cette même motivation de modification, cette même motivation de modification de mode de vie, normalement, même une atteinte jusqu'à 3 à 6 mois aussi actuellement peut être justifiée dans ces cas de patients. Et certainement, quand même, pendant cette période, plus ou moins, le suivi quand même devrait être fait de manière régulière et suivi quand même par rapport à la prise de perte de poids normalement, suivi aussi par rapport à l'évolution de son hémoglobine glycée. Maintenant, si on doit faire le choix d'une thérapie pharmacologique, qu'est-ce qu'on doit considérer particulièrement? Il faut particulièrement considérer la présence ou l'absence actuellement de symptômes d'hyperglycémie, ça c'est évident. Normalement, la présence ou pas actuellement de comorbidité actuellement chez ces patients, le niveau initial, actuellement, le niveau de base actuellement de l'hémoglobine de ce patient, normalement, le but du traitement individualisé et aussi actuellement les préférences certainement actuellement du patient, mais aussi actuellement du médecin, l'efficacité glycémique des médicaments et surtout actuellement leur effet indésirable, en quelque sorte, quand même actuellement la tolérabilité et certainement, et pas des moindres, le coût du médicament. Dans ce cadre, plus ou moins, on peut avoir l'approche actuellement de deux types de patients, particulièrement actuellement, on peut avoir actuellement des patients asymptomatiques non cataboliques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus catabolique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas présence de perte de poids, et généralement, c'est un patient qui a, après un bilan de santé plus ou moins, a découvert qu'il avait une glycémie élevée, donc suffisamment pour le diagnostic diabétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on suggère particulièrement à la FATIMAC et surtout en respectant les recommandations de l'Association américaine du diabète et aussi de l'Association européenne, aussi de la prise en charge des patients diabétiques, c'est surtout la metformine. La metformine, pourquoi? Ce tableau, va vous le dire très clairement par rapport, ça c'est un tableau avec les différentes familles de formats, les différentes familles d'antidiabétiques que l'on sait utiliser chez les patients diabétiques, que l'on peut utiliser chez le patient diabétique. Et actuellement, la metformine, certainement, il y a son effet surtout sur son efficacité, sur l'efficacité glycémique que ça apporte, particulièrement l'effet de diminution plus ou moins de l'hémoglobine glycée. Si on voit quand même la metformine peut réduire, comme les mesures génothétiques peut réduire l'hémoglobine glycée de 2%. 2%, ça paraît peu, mais cependant, en comparaison avec la diminution certainement des risques microvasculaires que ça apporte, certainement, ce n'est pas à négliger. Particulièrement, par exemple, si vous voyez l'insuline, quand même, aussi, actuellement, ça a un effet très, très considérable. Maintenant, si on doit commencer avec la metformine, certainement, c'est de manière progressive. Et ça, généralement, dans tous les médicaments, c'est de manière progressive, initié comme avec 500 mg, surtout avec la metformine pour éviter les effets gastro-intestinaux, plus ou moins, qui arrivent dans un certain, qui arrivent des fois, et souvent, pas souvent, mais quand même, parfois chez les patients diabétiques, et certainement avec les semaines, augmenter la dose, si c'est bien toléré, augmenter la dose au fur et à mesure, commencer actuellement avec 500 mg le soir et augmenter au fur et à mesure la deuxième dose le matin au petit déjeuner, plus ou moins, et jusqu'à augmenter quand même, jusqu'à atteindre un palier plus ou moins de 2000 mg par jour, et pour certains dépendamment du niveau d'obésité quand même, ça, on peut même atteindre jusqu'à 3000 mg par jour. Maintenant, pourquoi c'est préféré? Pourquoi c'est préféré parmi toutes les autres familles d'antidiabétiques? Normalement, certainement, c'est surtout sur son efficacité glycémique. On vient de voir comment que ça peut diminuer jusqu'à 2% comme l'hémoglobine glycée, et même plus chez certains patients. Normalement, l'absence de gain de poids, donc ça a son effet neutre particulièrement par rapport au poids. Une bonne tolérance, parce que généralement, même quand on entend des effets les effets gastro-intestinaux, mais généralement, dans la population diabétique qui utilise la metformine, ça arrive que seulement dans moins de 10% des cas. Le coût, certainement le plus important, le plus intéressant, surtout pour nous, le coût est très favorable. Il n'a pas d'effet généralement, pas d'effet cardiovasculaire indésirable, et surtout même, il a même un effet dans certaines études, un effet protecteur, surtout dans le système dans le domaine cardiovasculaire. Et aussi, est très important, ça coûte beaucoup moins cher, mais aussi, comme ça existe depuis très longtemps, normalement, donc ça, on a beaucoup plus d'expérience pratique clinique, surtout avec la metformine qu'avec les autres familles, surtout les agonistes, les récepteurs et GLP1 ou encore les inhibiteurs du SGLT2, qui sont des médicaments quand même très intéressants, on va le voir tout à l'heure, mais aussi qui sont très chers également. Maintenant, aussi par rapport au thiazolidine ou encore le pioglitazole que l'on voit
Normalement, ça aussi, actuellement, ça apporte beaucoup moins d'effets indésirables par rapport au pioglitazone qui est souvent associé à un œdème ou encore à une prise de poids parce que ça provoque plus ou moins un certain niveau de rétention de liquide, plus ou moins. Et aussi, ce n'est pas conseillé à commencer les patients insuffisants cardiaque congestive surtout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit lorsqu'on est en face de patients intolérants à la metformine? La première approche, avant même de contre-indiquer l'utilisation de la metformine chez ce patient, c'est essayer de titrer le patient titrer plus lentement le patient. Donc, en lieu et place d'augmenter la dose de manière hebdomadaire, normalement, on peut quand même atteindre plus ou moins, attendre quand même 2-3 semaines quand même pour augmenter au fur et à mesure la dose et favoriser la tolérabilité du médicament. On peut aussi proposer aux patients, en lieu et place de le prendre après le repas, de le prendre au milieu du repas, ou encore faire une choix, certainement si c'est disponible d'une forme prolongée certainement qui serait beaucoup plus adéquatement pour le patient, parce que déjà, ça a une très bonne tolérabilité, et aussi, ça se prend une seule fois par jour. Maintenant, on est quand même en phase de patient, certainement. Disons que c'est un patient quand même qu'on a déjà essayé la metformine et que là, quand même, ça ne marche pas, c'est contre-indiqué. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait plus ou moins face à un patient, par exemple, qui a une atteinte rénale ou encore une atteinte cardiovasculaire déjà établie? Là, les familles qui sont les plus recommandées particulièrement, ce sont les agonistes des récepteurs GLP-1. On a de ces exemples plus ou moins, et les inhibiteurs de SGLT2 qu'on utilise souvent, par exemple, à la fatigue, normalement, l'impact-glyphosine, qui est disponible sur le marché haïtien. Pourquoi? C'est généralement parce que non seulement on peut les utiliser à un certain niveau, comme chez ce groupe de patients, mais aussi les risques, encore la diminution, l'effet que ça apporte sur le traitement, la diminution des risques d'hospitalisation, d'évolution de l'insuffisance cardiaque, de la progression de la maladie rénale, et aussi une diminution de la mortalité de ces patients. Maintenant, qu'est-ce qui arrive maintenant si on sait qu'on peut utiliser les inhibiteurs de SGLT2, mais un patient avec un taux de filtration glomérulaire inférieur à 30, maintenant, on sait déjà, tout comme la metformine qu'on n'utilise pas avec un taux de filtration glomérulaire inférieur à 30, maintenant, on sait déjà aussi que les inhibiteurs de SGLT2 ne sont pas indiqués chez le patient. Et il faut quand même stopper l'utilisation de ce médicament, on ne peut pas l'initier particulièrement si on a un taux de filtration glomérulaire inférieur à 30. Mais aussi, il faut certainement faire attention chez des patients qui ont tendance à avoir des infections urinaires à répétition, encore génito-urinaires à répétition. Normalement, il faut éviter l'utilisation, éviter aussi l'initiation de ce, surtout chez le patient avec une faible densité osseuse, et certainement, s'il y a faible densité osseuse, il y a un risque élevé de fracture et de chute. Et s'il y a un risque de chute chez ces patients, donc il faut éviter d'utiliser. Normalement, surtout en cas d'ulcération des pieds, avec une tendance quand même à avoir une ostéomyélite. Et certainement pour les patients avec une prédisposition à la cétoacidose également, il faut faire très attention dans l'utilisation de ce médicament dans cette famille. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? On est en face, parce qu'il faut faire quelque chose quand même. On est en face d'un patient avec un taux de filtration glomérulaire inférieur à 30. Il faut quand même proposer quelque chose quand même comme traitement, disons que pour le moment, on ne peut pas rentrer dans la thérapie insulinique. Quand même, il y a d'autres possibilités, particulièrement les sulfonylurées, qui représentent un bon choix. Surtout, le seul sulfonylurée que l'on peut utiliser dans cette situation, c'est surtout le glipizide, qui a une élimination hépatique au lieu de placement rénal. Par exemple, aussi, il y a un autre les glinides. Parmi les glinides, on a le épaglinide, qui a une élimination de à plus de 90% au niveau hépatique et seulement 10% au niveau rénal. Donc là, on peut utiliser. Et aussi, il y a la famille des inhibiteurs de la dipeptidase 4, aussi qui est le seul dans cette famille est la linaglutine,
Inagriptine, qui est le seul antidiabétique aussi et antidiabétique de la famille des inhibiteurs et de la DPP4 que l'on peut utiliser surtout dans les cas de patients avec un taux de fibrillation glomérulaire inférieur à 30. Maintenant, s'il n'y a pas de maladie, disons actuellement que on est en phase de traitement, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire ou rénale établie. Maintenant, il faut certainement savoir que nos choix, doivent être guidés surtout sur l'efficacité de ce médicament et la comorbidité du patient, normalement, qu'on a en face de nous, les préférences du patient, le coût et surtout le coût du médicament. Allons voir actuellement un patient quand même avec une hémoglobine glycée supérieur à 9 ou 10%. Normalement, dans la grande majorité des cas, il faut savoir exactement que l'insuline, quand même, est la meilleure option pour ce patient, ou encore utiliser un agoniste des récepteurs de GLP-1 comme thérapie initiale. Pourquoi actuellement, on pense quand même actuellement à l'insuline quand même comme première approche, particulièrement, c'est surtout pour éviter ce phénomène de glucotoxicité. Donc, il faut savoir exactement que ce n'est pas seulement l'excès d'acide glycolique qui crée une certaine résistance à l'insuline, mais aussi l'hyperglycémie aussi peut causer cette résistance, encore augmenter cette résistance à l'insuline, parce que lorsqu'il y a un excès de glucose qui arrive au niveau des récepteurs des cellules bêta, avec l'affluence du glucose, normalement, ça crée une certaine paralysie, une certaine hypoactivité des cellules bêta qui surchargent le glucose, ne sait pas quoi faire particulièrement. Maintenant, qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qu'on fait particulièrement? Par exemple, si on passe avec un hémoglobine qui est à 10%, encore plus de 10%, donc c'est un patient quand même qui a une glycémie basale autour de 240 et même plus généralement. Donc, qu'est-ce que vous faites quand même? Vous insistez par exemple sur les sulfonylurées, par exemple, vous insistez sur le glypuride, le gluclase, le glipépiride, etc. Donc, certainement, en utilisant cette famille quand même, on connaît ces agents pharmaceutiques, plus ou moins, on va avoir une réponse glycémique. Inévitablement, on va avoir une réponse glycémique. Mais cependant, qu'est-ce qu'on fait, plus ou moins? C'est comme si actuellement que vous forcez, ou encore vous insistez directement sur une cellule, plus ou moins, et vous insistez à ce que la cellule, qui est déjà fatiguée actuellement, a produit beaucoup plus d'insuline. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer certainement une réponse insulinique, c'est-à-dire que la cellule va arriver actuellement à produire de l'insuline parce qu'il y a la stimulation, mais cependant, qu'est-ce que ça va favoriser? Ça va favoriser sur le long terme actuellement l'apoptose de ces cellules bêta. Et certainement, s'il y a apoptose des cellules bêta, donc il va y avoir quand même inévitablement une insulinopénie qui va rapprocher le patient vers l'insulinodépendance beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que généralement, on propose particulièrement une insulinothérapie précoce. Maintenant, s'il y a insulinothérapie précoce, donc il y a moins de surcharge des cellules bêta par cette glucose que vous avez dans le sang, que le patient présente. Maintenant, la cellule bêta, n'étant plus surchargée par cet excès de glucose, maintenant, prend le temps et favorise en quelque sorte dans un certain temps et en très peu de temps, plus ou moins, une sécrétion endogène va augmenter plus ou moins sa sécrétion endogène d'insuline. Et maintenant, le patient, certainement, et très rapidement, et plus rapidement d'ailleurs, pourra faire une transition vers une insulinothérapie exogène, normalement, pour rester à une insulinothérapie endogène et certainement, probablement, associée avec des agents diabétiques, qui ne sont pas injectables. Maintenant, si, dans un sens plus ou moins, c'est la perte de poids qui est une priorité, on sait quand même que l'un des médicaments qui a un effet évident et très important quand même sur la perte de poids, c'est surtout les agonistes des GLP-1. On est quand même, disons qu'on est en face avec un patient quand même qui a une hémoglobine qui est inférieure à 9%, en plus des agonistes des récepteurs des GLP-1 que l'on peut utiliser. Dans ce cas, quand même, l'utilisation des sulfonylurées est importante. Un point important quand même dans les agonistes des récepteurs de GLP-1, c'est parce que c'est des médicaments comme les inhibiteurs des GLP-2, normalement, c'est des médicaments qui préservent le pouvoir sécrétoire plus ou moins des cellules bêta. En quelque sorte, ça favorise la régénération des cellules bêta et éviter en même temps quand même l'apoptose des cellules bêta. Maintenant, avançons quand même avec les sulfonylurées, le plus souvent que l'on peut utiliser quand même dans ce genre de situation,
plus ou moins le glyclaside, le glyburide, le glypyride que l'on a comme on est sur le marché haïtien. Les inhibiteurs de SGLT2 aussi que l'on peut utiliser, l'impalacanaglifosine, plus ou moins les glénides, les rempaglénides, certainement, et le pioglitazone, qui est comme la metformine, c'est un insulinosensibilisateur aussi que l'on peut utiliser dans ce cas, pour atteindre des objectifs glycémiques stables pour ce patient avec une hémoglobinité inférieure à 9%. Maintenant, dans le cas où c'est la perte de poids qui est un choix très utile et même utiliser un inhibiteur de DPP4, particulièrement, peut représenter un choix très intelligent. Maintenant, si c'est le coût, ce qui arrive assez souvent chez nous, si c'est le coût qui est une priorité, il faut savoir exactement que les sulfonylurées, quand même, restent un très bon choix parce que ça va te donner une bonne réponse glycémique. Maintenant, et il y a aussi probablement aussi le pioglitazone parce que quand même, on est en face quand même à un patient généralement diabétique de type 2 avec une insulinorésistance chez laquelle on ne peut pas utiliser la metformine. Maintenant, le pioglitazone comme autre insulinosensibilisateur aussi peut représenter un point important, une approche intéressante plus ou moins chez ce patient. Si c'est l'hypoglycémie maintenant qui est une priorité pour vous, particulièrement pour éviter l'hypoglycémie, la survenue d'hypoglycémie chez ce patient, maintenant, il faut certainement faire le choix d'antidiabétiques qui ne provoque pas une augmentation de la cycle de libre et une augmentation et encore qui ne provoque pas une augmentation rapide de l'insuline endogène. Maintenant, certainement encore qui a moins de risque de provoquer des hypoglycémies. Le choix reste certainement aux agonistes de GLP-1, les inhibiteurs de GLT2, les inhibiteurs de DPP4, plus ou moins, et la pioglitazone aussi. Parce que rappelez-vous, quand même, ce serait quand même parfait, mais quand même, on est dans le cas où la metformine est contre-indiquée qu'on ne peut pas utiliser particulièrement. Maintenant, disons que maintenant, on est passé à une autre phase et que là, maintenant, on est en face de patients avec une hyperglycémie symptomatique, catabolique ou encore disons sévère, maintenant avec certainement une glycémie à jeun supérieure à 250 mg par décilitre, ou encore une glycémie aléatoire plus de 300, ou encore avec une hémoglobine glyquée à plus de 10%. Certainement, on en a parlé tout à l'heure normalement, l'insuline va rester quand même le choix numéro 1 à proposer à ces patients, et certainement, il n'y a pas seulement ça, il faut penser quand même à la diminution exactement, aux mesures hygiéno-diététiques qui vont apporter exactement une réponse qui vont aider à l'insulinothérapie à permettre à ce patient d'avoir une réponse glycémique beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Maintenant, disons exactement que vous êtes en hyperglycémie sévère. Maintenant, il y a deux cas de figure que l'on peut retrouver plus ou moins, que l'on peut avoir, soit un patient avec la présence d'une cétonurie ou encore de perte de poids, c'est-à-dire qu'il est dans un processus catabolique. Certainement, l'insuline, tout comme ce qu'on retrouve assez souvent chez un patient diabétique de type 1, normalement. Donc, l'insuline, quand même, et de toute façon, quand même, va rester le choix numéro 1. Le choix numéro 1, certainement, même quand on a commencé un patient diabétique de type 2, normalement, parce que pour provoquer cette perte de poids, normalement, c'est surtout parce que l'organisme n'arrive pas face à une insulinopénie, normalement, utilise d'autres substrats pour avoir de l'énergie et surtout comment il va utiliser surtout les protéines ou encore les graisses comme source d'énergie. Donc, ce qui va quand même provoquer une perte de poids graduelle chez ce patient que l'on retrouve assez souvent chez les diabétiques de type 2, de type 1 particulièrement. Et dans les deux cas, l'insuline va rester quand même le meilleur choix chez ce patient. Maintenant, si on a une hyperglycémie sévère, mais pas de présence de perte de poids ou encore de cétonurie, mais aussi, il n'y a pas d'évidence exactement de cas de diabète de type 1. L'insuline, certainement, sera toujours le premier choix. Pourquoi? C'est surtout, on vient de le parler, c'est surtout pour éviter ce phénomène de glucotoxicité. Mais dans le cas contraire, quand même, on peut quand même penser à une autre thérapie d'injection, c'est surtout les agonistes des récepteurs du GLP-1.
de GLP-1 en association ou pas avec de la metformine si c'est tolérable. Maintenant, si le patient, maintenant, dans ce cas, est contre la thérapie d'injection, quand même, on va quand même, parce que ça doit être fait quand même selon la décision du patient importe beaucoup. Normalement, donc, dans ces cas, normalement, on va vers les sulfonylurées, plus ou moins qui peuvent quand même, dans un certain sens, donner une bonne réponse glycémique, mais certainement au détriment des cellules bêta sur le long terme. Maintenant, il faut penser aussi à démarrer la metformine en même temps. Démarrer la metformine en même temps, certainement, comme on l'a dit au début, plus ou moins de manière progressive, titrant le patient beaucoup plus lentement. Certainement, pourquoi? C'est parce que c'est surtout lorsqu'on va atteindre quand même une bonne appréciation des mesures génétiques, plus ou moins, c'est pour pouvoir augmenter la dose de metformine, normalement comme insuline sensibilisateur, et diminuer la dose des sulfonylurées. Diminuer la dose des sulfonylurées parce qu'on sait comment sur le long terme quel effet ça aura, surtout sur la cellule bêta. Maintenant, si on n'a pas une réponse glycémique suffisante ou adéquate, il faut penser certainement à ce stade vraiment à l'introduction à l'insulinothérapie ou encore aux agonistes des GLP-1 qui certainement sont très intéressants, surtout sur leurs effets pour protéger aussi les cellules bêta. Et certainement, une fois qu'il y a introduction à l'insulinothérapie, pensez certainement à éliminer ou encore à discontinuer les sulfonylurées, surtout pour éviter les risques d'hypoglycémie et aussi les risques de prise de poids. Maintenant, voici l'approche qu'on a au niveau de la fatigue, et ça aussi, c'est très intéressant. C'est ça résume plus ou moins tout ce que je viens de dire, encore je viens d'annoncer plus ou moins, et vous allez voir, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'on va penser quand même dans la prise en charge pour mesure hygiéno-diététique, seulement si le patient a une hémoglobine glycée inférieure à 7 ou une glycémie à jeun inférieure à 130 ou moins que 200. Maintenant, si on n'atteint pas cet objectif, il faut d'abord ajouter aux mesures hygiéno-diététiques la metformine, certainement. Maintenant, si on est face à ces quatre approches, à ces quatre situations, plus ou moins dépendamment du patient, disons prenons en exactement une faible ressource économique chez nous, certainement, en plus de la metformine, si on n'atteint pas l'objectif quand même, on peut penser quand même aux sulfonylurées de la deuxième génération, glimépiride, glipizide, glyclazide, gliburide, que l'on utilise. Si on n'arrive pas à atteindre cet objectif quand même, on peut penser quand même à un autre insuline sensibilisateur qui est la pioglitazone. Maintenant, si toujours on n'arrive pas à atteindre, ça va dépendre. Là, quand même, on peut penser directement aux inhibiteurs de DPP4 ou encore aux inhibiteurs de SGLT2, ça c'est si c'est disponible, mais cependant, il faut penser quand même au prix de ce médicament. Maintenant, dans le cas contraire, le patient ne peut pas quand même se l'offrir. Maintenant, il faut certainement passer à l'insulinothérapie, certainement. Utiliser des formes que l'on utilise assez souvent et qui donnent de très bons résultats généralement. L'insuline pré-mélangée, particulièrement de 70-30, ou encore, vous faites quand même une association de l'insuline intermédiaire et l'insuline rapide, plus ou moins pour donner quand même une bonne réponse, pour permettre une bonne réponse glycémique chez ce patient. Certainement, il faut penser ça aussi actuellement, c'est que si il y a introduction actuellement de l'insulinothérapie, il faut penser à réduire et même discontinuer actuellement l'utilisation de sulfonylurées pour diminuer les risques de gain de poids et aussi pour diminuer aussi actuellement les risques d'hypoglycémie. Alors, c'est tout ce que j'avais pour vous actuellement aujourd'hui. Je vous remercie actuellement de votre présence, de votre attention. On va passer certainement à la session des questions, certainement, on a ça déjà, vous pouvez continuer à poser vos questions sur le chat, et on se fera quand même un plaisir de vous répondre dans la mesure du possible. Merci beaucoup pour votre attention et bonne soirée à tous. Merci, Dr. Jérôme. Ça a été très, très brillant et très intéressant. On apprend toujours. Et là, jusqu'à présent, je n'ai pas encore revu les questions. Il y a un des participants qui a levé la main. Il s'agit de Madame Laudin. Ça a été depuis le début, donc je ne pense pas que c'est une question vraiment. Donc, Ok, c'est peut-être pas voulu. D'accord.
Donc là, si vous avez des questions, éventuellement, et quelles sont, si je peux te poser une question, Bélo, c'est surtout par rapport à nos patients démunis que Oui. nous recevons et qui, certaines fois, on peut leur donner, qui participent aux cliniques médicales de la FADIMAC, qui n'ont pas les possibilités d'acheter à long terme la metformine et le gluburide lorsqu'on additionne le coût. Mais s'ils le reçoivent gratuitement, bon, ça c'est facile. Mais lorsqu'ils ne peuvent pas l'acheter, et est-ce que parfois tu n'as pas vu que le patient souvent a des doses excessives de au moins 15 mg de glyburide et près de 2000 mg de metformine? Est-ce que parfois tu n'as pas tendance à vouloir mettre ce patient sous insuline? Donc là, il faut certainement, ce qu'on doit éviter, encore ce que je conseille assez souvent actuellement aux médecins qui voient les patients diabétiques, surtout, c'est surtout d'éviter l'inertie médicale. L'inertie médicale, c'est quoi actuellement? C'est arriver à un point quand même que vous voyez qu'une médication actuellement ne fonctionne pas. C'est-à-dire que, par exemple, ce schéma que vous venez de dire, plus ou moins, un patient qui a eu une bonne éducation, on le fait très bien à la FADIMAC. Donc, tous les patients actuellement sont bien éduqués actuellement concernant le diabète, concernant son alimentation et les mesures hygiéno-diététiques. Alors que si ce patient, malgré les mesures hygiéno-diététiques, avec une forte dose de sulfonyluréa, une forte dose actuellement de metformine, on n'arrive pas à atteindre les objectifs fixés, parce que rappelez-vous quand même qu'on travaille surtout pour éviter les complications chroniques et aiguës. Maintenant, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, quand même, il faut vraiment penser à une autre thérapie qui apporte beaucoup plus de résultats. Et dans ce cas, généralement, c'est l'insuline parce que si les médicaments, si les antidiabétiques oraux, particulièrement la metformine, le glyburide que vous avez utilisé, n'arrivent pas à apporter de résultats, maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Plus ou moins, c'est surtout probablement que le potentiel sécrétoire des cellules bêta actuellement est épuisé. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à produire de l'insuline par lui-même. Donc, ce qui fait aussi exactement, si on n'a pas de production endogène d'insuline, donc il faut donner de l'insuline vu que dans la pharmacologie, encore dans la physiologie, dans la physiopathologie, oui, dans la physiopathologie, normalement, c'est généralement une manque de production, encore une baisse de production d'insuline qui est à la base actuellement du développement du diabète. Donc, s'il y a insulinopénie, certainement, il faut penser à l'introduction actuellement d'une insulinothérapie exogène à partir de l'insuline. Le plus facile que l'on retrouve actuellement sur le marché, c'est le 70-30 et qui donne vraiment de très bons résultats chez les patients qui l'utilisent. Merci. Et il faut aussi souligner pour nos médecins qui suivent souvent, et le patient, lui, il a peur de l'insuline par rapport à ce qu'il a entendu et parce qu'il ne sait pas. Deuxièmement, le personnel médical, particulièrement les infirmières, ne facilite pas les choses puisque même elles, lorsque on fait des formations pour elles, même elles ont peur de se piquer et il est important de voir qu'est-ce que le patient ressent et au fait, il ne ressent pas grand-chose avec cette piqûre. Donc, c'est vraiment pour vous mettre en confiance et pour vous dire que si le besoin est de placer le patient sous insuline, surtout que vous avez vu que les hémoglobines glyquées, nous sommes beaucoup plus stricts, inférieurs à 7%, pour éviter que nos patients aient des complications, mais aussi, et là, il est important d'encourager vos patients. Un autre élément, ça c'est du côté de la FADIMAC où nous essayons le plus de possible de vendre l'insuline à meilleur marché. Et actuellement, on a un programme pour les jeunes qui le reçoivent gratuitement. Il y a certaines personnes supérieures à 25 ans, donc inférieures à 25 ans, nos jeunes reçoivent l'insuline gratuitement. Supérieurs à 25 ans, eh bien, et à partir de 25 ans, pardon, nous avons un programme, surtout pour ceux-là qui n'ont pas les moyens de se procurer l'insuline, donc on le leur donne grâce à un programme que nous avons, que nous gérons à travers Haïti. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des enfants et diabétiques nécessitant l'insuline et même toute personne qui a des difficultés, puisque nous essayons d'avoir un programme particulier pour cela. Donc, il y a une question qui est sur, on n'a pas mis l'accent sur la nutrition. Notre prochaine émission dans 2 jeudis, c'est sur la nutrition, le diabète et nutrition. Donc, j'invite le docteur André à être des nôtres dans 2 jeudis à 7 h du soir.
Et aussi une autre question, c'était plutôt les remerciements. Donc, sur laisse-moi voir, oui, à partir de combien de temps de thérapie bien conduite, on va considérer qu'un régime ne marche pas? Alors, un régime, je suppose, pharmacologique. Vélo, tu y vas? Oui, donc, le meilleur indicatif quand même pour suivre l'évolution de patients diabétiques, c'est certainement à partir de l'hémoglobine glyquée. Alors, vous savez déjà exactement que si l'hémoglobine glyquée est élevée, c'est-à-dire que si l'objectif de l'hémoglobine glyquée, l'objectif ou encore l'hémoglobine glyquée cible de patient diabétique, c'est de l'avoir généralement inférieur à 7%. Mais si vous commencez à avoir des hémoglobines glyquées, malgré vous faites une bonne approche, plus ou moins des mesures hygiéno-diététiques, donc vous vous assurez certainement que le patient suit les recommandations. D'abord, les recommandations, mais aussi exactement suivre la posologie ou exactement des médicaments. Et malgré ça, vous n'arrivez pas à avoir cet objectif plus ou moins exactement d'hémoglobine glyquée moins de l'objectif cible, parce qu'à chaque fois que l'hémoglobine glyquée dépasse les 7%, les risques de complications macro- et microvasculaires augmentent et augmentent en même temps. Maintenant, si vous voyez exactement que dans un suivi, vous faites un essai exactement sur 3 mois et vous faites un hémoglobine glyquée, vous voyez que ça ne marche pas et vous vous assurez exactement que toutes les étapes sont suivies, maintenant, il n'y a pas raison quand même de continuer avec cette même médication. Il faut passer à autre chose beaucoup plus efficace qui va réduire les risques de complications futures de ce patient. Et aussi, et pour ce même patient, donc je pense que ce patient qu'on avait placé qui était en glucotoxicité et pour chez qui on l'avait placé sous l'insuline. Et la question est la suivante. Donc, quand on enlève l'insuline, comment faire la transition vers les ADO? Tu es sous Oui, silence. oui, bien sûr, oui. Oui, ça arrive souvent. Alors, si c'est un patient quand même qu'on pense comme, bon, qu'on comprend quand même qu'il a une phase de glucotoxicité, donc on a fait l'initiation d'une insulinothérapie et précoce, en quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire quand même? On fait, en quelque sorte, on donne de l'insuline exogène en favorisant plus ou moins le potentiel des cellules bêta quand même le potentiel des cellules bêta à se régénérer et à produire de l'insuline. Et cette insuline sera de l'insuline endogène. Maintenant, comment vous allez voir, comment vous allez vous rendre compte quand même que ce patient recommence à avoir un potentiel de production endogène d'insuline suffisante pour passer aux AD, pour passer aux antidiabétiques oraux, normalement. Donc, c'est certainement là le contrôle glycémique. Vous suivez le contrôle glycémique, soit à partir de l'hémoglobine glyquée. Donc, si vous ne voulez pas atteindre actuellement l'hémoglobine glyquée, c'est probablement utiliser actuellement l'automonitorage ou encore les autocontrôles du patient diabétique. Donc, vous allez voir exactement que la glycémie aura tendance à diminuer au fur et à mesure. Si vous avez une glycémie dans ces contrôles à diminuer au fur et à mesure, maintenant, on va encore arriver même jusqu'à l'hypoglycémie, ce que vous allez faire de manière progressive, c'est diminuer la dose d'insuline. Diminuer la dose d'insuline généralement au fur et à mesure. Et maintenant, dès qu'on arrive chez un patient avec un patient actuellement qui prend au total sur une journée plus ou moins autour de 20 unités ou encore moins de 20 unités par jour, maintenant, c'est possible de manière sécuritaire à faire la transition graduelle, pas brusquement enlever l'insuline et mettre les antidiabétiques. C'est faire la transition graduelle, c'est-à-dire que d'abord avec un insulinosensibilisateur, particulièrement la metformine, et probablement lorsque le patient arrive à être moins dépendant de l'insuline, maintenant, vous pouvez enlever certainement l'insuline, introduire un sulfonylurée et garder la metformine pour avoir un contrôle glycémique stable et un hémoglobine glyquée stable avec les antidiabétiques. Très bien. Et là, il y a une question qui demande, faites-vous face au type 3 à la FADIMAC? Comme tu avais parlé des différents, je sais qu'antérieurement, on parlait du type 3, c'était le diabète lié à la malnutrition. Et dernièrement, tu as parlé des différents types de diabète. Donc, je te laisse la parole sur cette question. Bon, c'est difficile actuellement de confirmer vraiment actuellement que c'est vraiment un type 3. Les moyens actuellement diagnostiques actuellement sont un peu limités, mais
On a eu dans le temps, je ne sais pas exactement pendant mon retour, actuellement, je ne pense pas avoir vu actuellement de cas de diabète de malnutrition, mais on a eu avant ma formation, avant que j'ai été faire ma formation, on a eu un cas, mais c'était en privé, normalement, d'une jeune dame qui avait quand même une calcification actuellement pancréatique qui, par la suite, actuellement, avait développé actuellement le diabète. Et là, bon, j'avais fait une étude il y a plusieurs années de ça sur les différents jeunes qui fréquentaient la clinique médicale. Et à l'époque, c'était vraiment, ça remonte à plus de 25 ans de ça. Et on avait quand même le pourcentage de tous les patients qu'on avait considérés comme diabète type 1. Et lorsqu'on faisait à l'époque, c'était vraiment grâce aux ces peptides, on n'avait pas encore les anticorps disponibles. Bien que actuellement c'est de temps en temps qu'on en a, puisque si on fait une étude, puisque on ne peut pas commander un kit et puis faire seulement pour un seul patient, donc ça devient trop onéreux pour le patient et pour le laboratoire. Donc on avait trouvé que indirectement ces patients qui avaient ces peptides qui étaient quand même beaucoup plus réactifs que les autres qu'on considérait comme type 1 pur. Deuxièmement, lorsqu'on leur faisait une sonographie ou une radiographie de l'abdomen, on voyait les calcifications et pancréatique. Là, je pense que ce serait intéressant peut-être de faire une nouvelle étude puisque lorsqu'ils se présentent, ils sont considérés comme type 1, on ne fait pas d'autres investigations puisque ça va leur coûter et nous n'avons pas les possibilités de le leur offrir. Donc, de toute façon, le traitement va être le même, traité avec l'insuline et peut-être avoir une suspicion s'il y a vraiment une résistance à l'insuline et qu'on est obligé de leur donner des doses plus importantes. Donc, il est déjà Alors, même 8 heures. non, attends, mais il y a une précision actuellement. Excuse-moi si je comprends. Pour le retrait, on ajoute metformine puis glyburide. Donc, le retrait, c'est par rapport à la réponse de tout à l'heure, normalement. Donc, rappelez-vous actuellement, quand on utilise de l'insuline, il faut éviter les sulfonylurées. Pourquoi actuellement? C'est parce que actuellement, c'est surtout actuellement pour ne pas trop augmenter actuellement les risques d'hypoglycémie et de gain de poids chez ces patients, surtout. Maintenant, une fois actuellement qu'on a fait l'association avec la metformine et que le besoin insulinique, le besoin d'insuline exogène de ce patient diminue normalement, et ça veut dire que dès que le patient a un besoin insulinique inférieur à 20% dans la journée, plus ou moins, 20 unités actuellement d'insuline dans la journée, on peut quand même actuellement faire le retrait graduel et lorsqu'on va faire ce retrait total actuellement de l'insuline, on rajoute actuellement les doses, encore une dose actuellement de sulfonylurée pour faire, ou encore pour combler plus ou moins les besoins insuliniques de ce patient. Il est déjà 8h24. Et là, je remercie tous ceux-là qui sont restés après l'heure. Et on s'excuse d'avoir été en retard de 7 minutes. Et là, je vous rappelle que sous peu, ces présentations seront disponibles sur le site de la FADIMAC, à fadimac.org, donc FHADIMAC.org. Vous pouvez le visiter et c'est sur la rubrique Programmes and Events. De plus, pour les planches qui sont réclamées, on va les rendre disponibles en PDF. Et là, ce sera à mon équipe technique de vous répondre quand est-ce que ce sera, mais sur le site, on vous informera. Vous pouvez nous écrire à info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com et on fera le plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Donc, bonne soirée. Et merci d'avoir participé à cette deuxième édition du Zoom sur le diabète. Et on vous attend dans 2 jeudis à 7h du soir. Et dans 2 jeudis, ce sera le jeudi 8, je pense. Oui, ce sera le 8. Oui, le 8 avril. Donc, le 8 avril. Et pour Dr. André qui demandait sur la nutrition, ce sera donc votre jour et on vous attend. Bonne soirée à tous.